Alors, je remercie d'abord Emmanuel Bury de m'avoir invité donc, à parler aujourd'hui de Clément Marot. Pour une communication que j'ai intitulée La cour du roi, ma maîtresse d'école, citation bien connue de Marot, Marot courtisan et poète. Des premiers essais à la cour de Marguerite d'Alençon jusqu'aux étincelantes épîtres dédiées à François Ier, en passant par les poignantes adresses à la cour composées depuis l'exil italien, le discours courtisan de Clément Marot a régulièrement bénéficié de l'attention des 16e-istes, qui en ont souvent rappelé les audaces, également parfois les limites. La critique s'est logiquement beaucoup occupée de ce fascinant face-à-face d'un poète et d'un prince d'âge équivalent qu'a constitué le couple Marot-François Ier. Et pourtant, la réalité concrète du statut de poète au cours d'Alençon, de Navarre, de France et de Ferrare n'a véritablement retenu que les biographes, alors qu'elle révèle une part essentielle du cadre dans lequel l'œuvre du poète est née et s'est développée. La formule de Marot qui me sert donc de titre aujourd'hui, bien connue des spécialistes du poète et de ses lecteurs assidus, n'en est que plus frappante. Répétée et glosée à l'envi par la plupart des biographes et des amateurs, elle a rapidement accédé au statut de cliché. Écoutons par exemple l'abbé Simon-Augustin Hirail, auteur d'une sorte d'histoire des querelles littéraires. Sa plaisanterie est souvent celle d'un homme de cour. Aussi l'a-t-on également appelé le poète des princes et le prince des poètes de son temps. Il est vrai que cette louange, commodément réversible, qui colle à l'image du poète, s'appuie sur de solides bases. Il n'est que de rappeler la façon dont Marot caractérise Villon, véritable père en poésie dont il révise et publie les œuvres en 1533, je cite, « Ne fait doute qu'il n'eût emporté le chapeau de laurier devant tous les poètes de son temps, s'il eût été nourri en la cour des rois et des princes, là où les jugements s'amendent et les langages se polissent. » En oubliant un peu rapidement que Villon a fréquenté la cour raffinée de Charles d'Orléans, Clément valorise ainsi en creux le parcours qui fut le sien. Tu sais que d'enfance nourri je suis en la maison de France. Fils d'un poète autodidacte devenu protégé d'Anne de Bretagne, puis de François Ier, le jeune Occitan a été nourri en quelque sorte au biberon de la fontaine Hippocrène, tout en grandissant au beau milieu de la cour, sur les bords même de la Loire. Il évoquera lui-même sa muse parmi les princes allaités. En somme, enfant de la balle, certes, mais nourri dans un sérail dont il connaît les détours, même si c'est du point de vue des domestiques. Est-ce suffisant pour faire du spirituel rimeur le brillant représentant de la cour de François Ier dont il épouse le règne, en fait plus poète des princes que prince des poètes, pour reprendre la formule consacrée? Et de fait, si la cour a pu être la maîtresse d'école de Marot, elle ne semble pas avoir pour autant limité la portée d'une œuvre soigneusement dégagée de la circonstance mondaine par son auteur. Là, comme souvent, le poète de Cahors est l'homme des transitions, des entre-deux, entre une écriture conçue exclusivement pour le milieu courtisan qui la finance et lui fournit souvent l'argument, et une écriture considérée en vue de la publication et d'une diffusion plus large, bien que moins contrôlée. Mettons, entre ses contemporains, Mélin de Saint-Gelais et Maurice Sèvres. Le premier, Saint-Gelais, de naissance noble, quoiqu'il légitime, ayant lui aussi un mot pour la plupart des occasions du règne, mais ne s'occupant manifestement pas d'une diffusion de ses créations hors du cadre courtisan, c'est-à-dire essentiellement hors de la circulation manuscrite de main à main. Et le second, Maurice Sèvres, fruit de la riche bourgeoisie lyonnaise, ayant certes récupéré pour sa délit les 10 incomposés dans d'autres circonstances, mais s'étant soucié de les inscrire dans le corps d'un livre, bref, de faire véritablement œuvre. En somme, à l'orée de la période considérée aujourd'hui, le cas Marot nous semble éclairer singulièrement toute l'ambivalence du statut de l'écrivain à la cour, contraint de faire d'une servitude la raison d'être de sa création. C'est pourquoi je commencerai par cerner dans ces détails les plus matériels la carrière courtisane du poète, exemplaire malgré l'exil, avant de m'attacher à quelques exemples parmi les plus caractéristiques de la production courtisane de Marot, et de terminer sur le genre le plus emblématique d'entre eux, qui est aussi celui que l'on considère généralement comme le plus marotique, c'est-à-dire l'épître. Donc, Marot est un poète qui a incontestablement et brillamment réussi. Je passe sur les débuts mal documentés où le jeune homme passe sous la protection du puissant Nicolas de Neuville, seul hormis les princes que jamais je servis, comme le rappellera non sans fierté le poète couronné en 1538. C'est en effet relativement tôt, vers 1519, il ne compte pas encore 24 ans, que Marot entre pour la première fois dans une maison princière, celle de la sœur du roi, Marguerite, alors duchesse d'Alençon. L'un des premiers points intéressants à noter est la curieuse hésitation de la charge précise affectée au poète à la cour de Marguerite. Les documents dont nous disposons, c'est-à-dire quelques pièces d'archives et les déclarations du poète, ne concordent pas toujours. Ainsi, le seul état de la maison d'Alençon conservé pour la période qui couvre le service de Marot se contente de citer le poète dans la catégorie des autres pensionnaires, sous-entendu non gentilshommes, pour l'année 1524.
C'est bien là le titre le plus vague, un pensionnaire, puisqu'il ne dévoile que les devoirs du plus puissant, à savoir assurer une pension, soit un revenu régulier à son protégé. Peut-être le versement de la pension n'oblige pas à beaucoup plus qu'une présence régulière, mais non permanente à la cour d'Alençon. On sait par exemple que les officiers de la maison du roi eux-mêmes ne servaient en général que par quartier, se relayant quand leur nombre le permettait. Si l'on examine maintenant les propres déclarations du poète, on voit qu'il se programme secrétaire de la duchesse d'Alençon dès 1520, et ce jusqu'en 1535 au moins, et qu'il se vante en 1526 même d'être son valet de chambre. Donc si l'absence d'une collection complète des états de la maison de Marguerite empêche de dire si le statut du poète a pu évoluer entre 1519 et 1527, il est difficile de concilier tous les titres revendiqués par Marot avec le seul document officiel conservé. Et on remarquera que dans 2 cas, le poète dit réunir les offices de valet de chambre du roi et de secrétaire de la reine de Navarre, donc du roi de France. Cumul que pouvait rendre possible le service par quartier dont je parlais à l'instant. Mais il faut bien voir également que ces déclarations sont toutes deux le fruit de circonstances personnelles difficiles, à savoir, la première c'est l'arrestation pendant la fuite en Italie qui est celle de Marot, et au moment de l'arrivée dans la cour en terre étrangère à Ferrare. Et donc le poète a pu être incité à étoffer les charges qu'il occupait réellement au moment des faits. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'il n'est pas inconcevable que le langage d'un poète ne se superpose pas tout à fait à celui des archives. Que Marot ait été simple pensionnaire et qu'il se soit proclamé secrétaire, titre qui véhicule alors un véritable imaginaire, celui d'une relation faite d'intimité et de confiance que la fonction précise ne recouvre pas toujours. La fonction, c'est essentiellement faire des écritures. Dans les faits, pourtant, le secrétaire ordinaire est chargé de tenir la correspondance du prince qu'il sert, c'est-à-dire qu'il la met en forme, qu'il l'écrit au sens propre, qu'il la contresigne souvent, qu'il la classe. Les témoignages d'époque montrent que les plus lettrés ne rechignaient pas à cette fonction de secrétaire. J'évoquerai que l'exemple de Guillaume Filandrier, un secrétaire de Georges d'Armagnac, qui est connu pour ses annotations sur le De Architectura de Vitruve, et que Titien, sur le tableau que je montre ici, choisit de représenter, attendant humblement la dictée de son maître, qu'il sert, en un double portrait aussi superbe qu'éloquent. Qu'en a-t-il été du jeune Marot reçu dans la maison d'Alençon, en dehors de la composition de quelques poèmes à la gloire du duc et dans une moindre mesure de la duchesse? On a parfois supposé que le service du poète auprès des Alençon avait été une sinécure. De fait, le terme de secrétaire, du fait de sa richesse sémantique parfois nébuleuse, a pu servir au poète pour mettre un nom sur une simple relation de protégé à protecteur. On voit plus difficilement Marot se proclamer un pensionnaire de la sœur du roi. D'ailleurs, exilé à la cour de Ferrare, c'est comme poète et secrétaire, je cite le document d'archives, que Marot servira, titre un composite, poète et secrétaire, qui indique bien la réalité fluctuante de l'office exercé. Il ne s'y occupera manifestement pas du reste de la correspondance de la duchesse, dont est chargé le secrétaire ordinaire de René de Ferrare, un certain Cornillan. Et pourtant, de là à affirmer qu'il est hautement ridicule, je cite, d'imaginer Marot s'occupant de la correspondance de Marguerite d'Alençon, comme l'a écrit un biographe du poète, il y a un pas que nous nous garderons de franchir. Pourquoi le jeune homme débutant n'aurait-il pas pu être employé à l'occasion pour l'abondant commerce épistolaire de la duchesse, lui dont la seule compétence acquise alors consiste précisément à savoir écrire, comme le rappelle une ballade de jeunesse composée du temps qu'il apprenait à écrire au palais à Paris, donc à faire des écritures. Nous avons ainsi trouvé, pour l'anecdote, dans d'anciens mémoires historiques sur la ville d'Alençon et ses seigneurs, la mention de lettres provenant du roi et la reine de Navarre, datée du 12 juin 1542, contresigné Clément Marot, permettant à un certain Raoul Lefebvre de faire construire un colombier. Le document témoignerait de la poursuite du service de Marot auprès de la reine de Navarre, bien après sa nomination à l'office de valet de chambre du roi. Et si le fait, qui est difficilement vérifiable, j'ai mis ici le document en question, doit être utilisé avec précaution, on admettra volontiers qu'il ne sert à rien de sacraliser de façon démesurée l'état de poète courtisan en refusant de le mêler à l'administration des maisons dont il est stipendiaire. La charge occupée par Marot à partir de 1527 au service du roi est mieux connue. Marot est nommé valet de chambre ordinaire dès 1527. Le jeune homme succédant non sans difficulté à son père au service du roi comme il est de coutume. Les anciens traités sur les offices du royaume de France rappellent régulièrement le changement important que François Ier fait subir à la charge de valet de chambre. Voyons par exemple le Pigagnol de la Force, dans l'introduction à l'inscription de la France et au droit public de ce royaume. La qualité de valet ou valet était autrefois celle des plus grands seigneurs et des simples gentilshommes qui n'étaient pas encore chevaliers. Alors, et longtemps après, il fallait être gentilhomme pour être valet de chambre du roi. Ce fut François Ier qui permit au roturier de le servir en cette qualité, au lieu qu'il ne pouvait être auparavant que valet de garde-robe. Sans doute, l'évolution sémantique du mot valet est-elle en bonne part à l'origine de la dépréciation du titre,
et la création de l'office concurrent et noble de gentilhomme de la Chambre. Le père du poète Jean Marot, longtemps valet de garde-robe, n'a pas bénéficié de cette réforme, à la différence de Clément qui entre directement à la Chambre du roi. L'ambiguïté qu'on avait relevée tout à l'heure, inhérente au titre de secrétaire, est ici dissipée. Être valet de chambre du roi ne signifie pas d'autre obligation que celle de se trouver régulièrement à la cour, de divertir le roi et de glorifier son règne. Aussi, certains observateurs de la cour de François et de ses successeurs ont-ils pu noter que, quant aux valets de chambre, il y en a un nombre infini et beaucoup qui en portent seulement le nom et autres les gages, sans avoir jamais approché de la personne du roi. Marot n'en est pas tout à fait à de telles extrémités, mais il est clair que la charge n'a alors plus rien à voir avec le lieu qu'elle nomme, la chambre. Ce qui permettra à un Marot rentré d'exil de faire preuve d'une spirituelle indifférence, je cite Marot, « Or donc, soit sa majesté contente de m'y laisser en mon premier à roi, donc de me laisser dans mon premier état, l'état de valet de chambre, soit de sa chambre, ou sa loge, ou sa tente, se met tout un, mais que je sois au roi. » Ces quelques vers disent beaucoup du rapport personnel, plus que d'un office précis, qui s'instaure alors entre les serviteurs et leur maître, entre un humble poète et un roi qui a voulu conjuguer les rôles d'Auguste et de Mécène. N'éludons pas tout à fait la question des gages, que les poètes du temps n'hésitaient pas à rappeler à leur patron par la rime de l'argent, la noble poésie, et de l'argent, la cliquaille, dirait Marot. Les documents dont on dispose sont nombreux, mais incomplets. On sait qu'en 1424, au service de Marguerite, Marot reçoit en tant qu'autre pensionnaire la modeste somme de 95 livres tournois. Les pensionnaires gentilshommes touchent cette année-là des pensions qui s'élèvent jusqu'à 240 livres, ce qui ne constitue pas non plus une somme extraordinaire. La rétribution du poète entré au service du roi est beaucoup mieux documentée. Marot s'y trouve appointé parmi les valets de chambre autour de 200 livres à l'année, jusqu'en 1533, date à laquelle ses gages sont portés à 240 livres annuels. À ce salaire annuel manifestement insuffisant pour s'entretenir à la cour au XVIe siècle, même pour un poète, s'ajoutent diverses gratifications occasionnelles, en argent ou en nature, à la suite de tel ou tel coup d'éclat du serviteur. Mais écoutons à ce sujet Claude Binet, le biographe de Ronsard, qui écrit donc sa biographie au lendemain même de la mort du poète. Le roi Charles, outre sa pension ordinaire, lui fit quelques dons libéralement, on voit bien les deux types de revenus. Vrai est qu'il n'était excessif, car il avait si grand crainte de perdre son Ronsard et que le trop de biens ne le rendit paresseuse au métier de la muse, qu'il disait ordinairement qu'un bon poète ne se devait non plus engraisser que le bon cheval et qu'il le fallait seulement entretenir et non assouvir. Et pourtant, une fois la position du poète établie et son nom correctement couché sur les rouleaux de l'état du roi, et les pièces de Marot sont là en nombre pour nous dire que ce n'était pas chose facile et qu'on ne prend point en cour tel chat sans moufle, c'est l'expression qu'utilise Marot, c'est-à-dire que ce type de place s'obtient au prix d'une bataille âcre. C'est vers l'obtention en tout cas de ces dons exceptionnels que se dirigeait toute l'ambition du serviteur. La présentation d'une œuvre au roi en était l'occasion privilégiée. Et donc j'en viens à quelques pièces caractéristiques qui nous permettent de mieux comprendre ces moments-là. Dans l'iconographie, les représentations qui figurent les rapports du souverain et de son serviteur lettré montrent en général le moment solennel du don d'une œuvre d'importance. Là, j'avais oublié de passer ça tout à l'heure, excusez-moi. Voilà. Ou d'une grande traduction où l'auteur présente, comme ici, le fruit de son travail, à genoux, devant le mécène entouré de sa cour. Ici, c'est l'exemple non pas de Clément Marot, mais de Jean Marot, son père, offrant le voyage de Jeanne, donc, qui raconte une des campagnes d'Italie de Louis XII à Anne de Bretagne, la femme de Louis XII. Étant donné le travail de longue haleine que suppose ce genre d'hommage, le poète est incité à présenter à la cour des ouvrages de dimension plus modeste, liés aux circonstances de la vie courtisane, de nature à lui assurer des récompenses plus régulières. Et donc je propose d'examiner 3 de ces pièces du moment de la présentation, telles qu'on peut le restituer à partir des traces qu'emportent les premières versions diffusées, jusqu'à leurs éventuelles transformations dans le cadre de la publication des recueils que bâtira le poète par la suite. La première série qui retient notre attention est celle qui s'articule autour de la paix de Cambrai. Paix conclue au nom du roi de France et de l'empereur par la mère et la tante des protagonistes, donc Louise de Savoie pour François Ier, Marguerite d'Autriche, accompagnée de Marguerite de Navarre. C'est pour ça que Brantôme l'a surnommée la paix des dames. Donc le 5 août 1529, alors qu'a lieu à la cathédrale de Cambrai une grande cérémonie pour fêter la paix tout juste conclue, le roi demeure encore à quelques kilomètres de là. Le hasard fait bien les choses, c'est à Saint-Quentin, il était à Saint-Quentin dans l'Aisne, donc c'est pas tout à fait pareil, c'est près de Cambrai. Et Marot, qui se trouve alors avec lui, saisit l'occasion pour faire œuvre de courtisan. Le soir même de la cérémonie, il présente au roi, à son coucher, un rondeau qu'il vient tout juste de composer sur le sujet.
les trois princesses y sont confrontées, mais confrontées pour être mieux exaltées, aux trois déesses qui, sur le mont Ida, plantèrent les germes de la guerre de Troie. Alors que le roi, manifestement satisfait du présent, demande à Marot de l'envoyer immédiatement à Louise de Savoie, d'envoyer ce rondeau, le poète décide d'en faire présent au grand maître Anne de Montmorency, élément essentiel des négociations qui ont eu lieu, afin qu'il le présente en personne à la mère du roi. Je cite une lettre de Marot, dont je vous donne la date ici. Son commandement, donc le commandement du roi, m'a donné hardiesse de vous l'adresser, de l'adresser à vous, tant pour vous en donner le plaisir que pour le présenter en si bon lieu. Écrit le poète dans donc cette lettre, une lettre véritable cette fois, si l'on peut dire, qu'il envoie le 6 août à Montmorency pour accompagner le texte du rondeau. On voit toute l'ambiguïté ici de la notion d'envoi, que l'on retrouvera telle qu'elle en apportant le genre de l'épître. Si le roi demande à Marot d'envoyer le rondeau à Louise de Savoie, celle-ci demande à Montmorency de le lui présenter, celui-ci, pardon. Les titres successifs de la pièce épousent cette ambiguïté. Un manuscrit contemporain le présente comme le rondeau envoyé à Cambrai à Madame Marguerite, à Madame, c'est-à-dire Louise de Savoie, et la reine de Navarre, titre qui conserve l'idée de l'envoi. Lors de la première publication de la pièce, vers 1533-1534, Marot l'intitule Rondeau de la paix traité à Cambrai par les trois princesses, Madame mère du roi, la reine de Navarre et Madame Marguerite de Flandre, estampant les circonstances de la création, la présentation et l'envoi. Et la mutation est achevée dans la grande édition de 1538, où le texte porte le sobre titre de la paix traitée à Cambrai par trois princesses. Titre qui abandonne au seul lecteur informé la possibilité de restituer le cadre courtisan qu'il a vu naître, et laisse aux autres la liberté de goûter la finesse du jeu mythologique entre les trois princesses et les trois déesses. Par ce rondeau, Marot réalise un véritable coup de maître. Il donne l'occasion au futur connétable, Montmorency, l'un des plus puissants princes du royaume déjà à l'époque, de se distinguer en apportant à la mère du roi et à sa sœur un rondeau composé par un auteur tout occupé à chanter leurs louanges. Et la série s'achève probablement le 16 août, la dernière date que je donne ici, date à laquelle une quittance témoigne du paiement à Marot de 10 écus au soleil, soit précisément 20 livres et 10 sous, donné par le dit seigneur, donc François Ier, pour subvenir à ses nécessités et affaires, outre ses gages ordinaires et autres dons et bienfaits qu'il a eus si devant eux et pourra, si après, avoir du dit seigneur pour semblable cause. Pour être honnête, rien ne prouve que cette gratification dont on a gardé la trace pour le 16 août réponde précisément à l'écriture du rondeau sur la paix de Cambrai du 6 août. Mais la proximité des dates permet toutefois d'en faire l'hypothèse de façon tout en restant prudent. L'un des résultats de cette paix de Cambrai fut de permettre en juillet 1530 le retour des enfants du roi qui étaient retenus prisonniers en Espagne depuis 1526, depuis la défaite de Pavie, en échange de la liberté de François, retour rapidement couronné par le mariage du roi avec Éléonore de Habsbourg. Les enfants passent l'habit d'Assoa au moment où ils sont rendus le 1er juillet 1530, et Marot imagine immédiatement un chant de joie composé la nuit que l'on sut des nouvelles de la délivrance des enfants de France prisonniers en Espagne, et le lendemain présenté au roi à son lever, selon le titre porté par la pièce lors de sa première parution. Le titre définitif, celui d'édition 1538, sera à nouveau beaucoup plus sobre sur les détails courtisans. Après le coucher du prince, qu'on avait vu tout à l'heure avec la lettre à Montmorency, c'est ici le lever qui est choisi. On sait que ce sont les deux moments de la vie courtisane qui constitueront des occasions privilégiées par les auteurs pendant tout l'Ancien Régime. Et on voit par ailleurs combien le premier titre, celui que je donne ici, souligne le zèle d'un Marot prêtant sa voix expérimentée à l'expression de la liesse nationale. Le chant aurait été composé, d'après le titre, en l'espace d'une nuit. Si l'on ignore le montant de la récompense, et même seulement si elle a existé, on peut légitimement la supposer à la mesure de l'exploit réalisé. Le titre originel cache bien peu la fierté du poète. Marot ne s'en tient pourtant pas là, couronnant cette première réussite par la composition quelques jours plus tard d'une épître en l'honneur de la future reine de France à l'occasion de son entrée à Bordeaux. Il n'est jamais trop tôt pour faire sa cour. Le titre original de l'épître précise bien que la pièce fut présentée à Bordeaux à la reine Aliénor, nouvellement arrivée, donc Éléonore. Présentation confirmée par l'auteur anonyme de la chronique du roi François Ier, que je cite. De l'entrée de ladite dame en France fut composée une épître qui lui fut présentée en la ville de Bordeaux, en la présence de Monseigneur le Dauphin et le duc d'Orléans son frère, enfant du roi, dont la teneur en suit. Et suit en effet le contenu intégral de l'épître de Marot, ce qui suggère qu'elle a alors pu largement circuler avant même sa publication. Bien que l'on ne dispose d'aucun détail supplémentaire, la mention par le chroniqueur de la présentation de l'épître marotique invite à penser qu'elle marqua les contemporains. C'est-à-dire une nouvelle fois l'habileté de Marot, du poète, à profiter des circonstances de la vie de la cour pour se mettre en valeur, sans abdiquer pour autant toute ambition proprement poétique.
Mais la plus éloquente de ces œuvres courtisanes, et celle sur laquelle je voudrais terminer, et qui me semble aussi la plus emblématique de l'art marotique, pourrait bien être l'épître dite du Valet de Gascogne, que nommait aucun manuel de littérature pour les classes secondaires, quitte à l'élaguer. Rappelons-en l'argument, ça sera le premier titre, je l'ai montré un peu trop tôt. Vers la fin de l'année 1531, le valet gascon de Marot lui aurait dérobé nuitamment l'ensemble de ses effets, un cheval, et l'argent que le roi lui avait donné. Donc le poète est ensuite tombé gravement malade, il dépense le peu d'argent qu'il lui reste en médicaments et en médecins. Médecins qui, maigres consolations, sont les propres médecins du roi, puisque Marot fait partie de sa maison. L'auteur, dans sa détresse, nommait pas ce détail qui révèle malgré tout son enviable statut. Et il demande au roi de lui venir généreusement en aide pour qu'il puisse continuer à chanter sa gloire. Tel est le contenu de l'épître, disons aussi platement résumé qu'il est brillamment exprimé dans l'épître. La pièce, qui a connu dès sa divulgation le succès qu'elle connaît encore, a été très rapidement publiée, indépendamment de la volonté de son auteur. On la trouve imprimée, et c'est ici le premier titre que je donne, dès le début de l'année 1532, donc à peine quelques mois après la présentation au roi. Elle y porte le trait éloquent de double de la lettre de Clément Marot, envoyée au roi notre sire, en manière de complainte sur le larcin que son serviteur lui a fait, qui est fort récréative. Donc le titre est assez intéressant parce qu'il souligne, d'une part, l'exploit de l'éditeur capable de donner au public un texte tout à fait récent et presque volé, c'est le double de la lettre, et entretient d'autre part la fiction épistolaire, envoyée au roi, que contient le genre même du texte, l'épître. Libre au lecteur ensuite d'imaginer un Marot alité, écrivant au roi une lettre propre à l'apitoyer pour obtenir de quoi se soigner. Le récit du poète n'en apparaît ainsi que plus véridique. Et pourtant, à peine Marot publie-t-il la pièce, revue et corrigée, et ça se passe dès août 32, qu'il l'intitule plus sobrement « Épître au roi, par Marot étant malade à Paris ». Titre simplement descriptif, comme le poète les pratique souvent. L'intitulé est pourtant immédiatement enrichi dès la réédition en novembre 1532, on reste vraiment dans une période très, très, très brève, et cette nouvelle intitulée ajoute « Épître au roi par Marot étant malade à Paris, présenté le premier jour de l'an ». L'ajout est probablement à attribuer au poète lui-même, étant donné les corrections stylistiques que comporte l'ensemble du livre, et l'épître en particulier. Mais en tout état de cause, la précision est d'importance. Elle dissout la fiction épistolaire mise en place par l'édition pirate du premier titre que vous voyez ici, en rappelant la circonstance courtisane qui a présidé à la naissance de l'œuvre. Non plus envoyée au roi, mais présentée à lui. C'est-à-dire très probablement lue devant la cour, et pour une occasion exceptionnelle, le premier jour de l'an. C'est la pratique même de l'étrenne, à laquelle Marot conféra une nouvelle jeunesse en présentant le 1er janvier 1541 aux dames de la cour 41 étrennes coulées sur le même modèle métrique. Le titre de l'épître rappelle certes que l'auteur est malade, mais il souligne également qu'il est courtisan. Au calendrier imposé par le vol puis la maladie est finalement substitué le calendrier de la vie du prince. Donc la fiction initiale, presque réaliste qu'on avait avec le premier titre, étant nettement mise à distance, la pièce se trouve ainsi restituée au sein du cadre de la cour auquel elle appartient. Dernier repentir, lors de la dernière grande révision de ses œuvres, en 1538, Marot reviendra à un titre réduit à sa plus simple expression, au roi. Titre qui marque la volonté de tirer l'épître hors des circonstances trop précises qui l'ont vu naître, pour lui donner une portée plus générale et laisser parler le texte seul. La nudité extrême du titre, de ce nouveau titre, au regard de la célébrité du texte, en gênera plus d'un, et la plus importante des éditions à paraître l'année même de la mort du poète sera la première à l'allonger à nouveau, fixant ainsi pour la postérité le titre de « Au roi pour avoir été dérobé ». Cet exemple emblématique montre de quelle manière Marot courtisan compose une pièce de choix pour une occasion exceptionnelle. Un véritable coup d'éclat dont témoigne la fortune de la pièce, rapidement citée, commentée, dénigrée, à l'intérieur de la cour comme à l'extérieur. Sont ainsi parvenus jusqu'à nous, autour de cette épître du Valet de Gascogne, une réponse de notre poète à un calomniateur gascon, précisément, mais pas la critique du mécontent, un court billet, toujours de Marot, prolongeant l'épître et adressé au puissant Jacques Collin, qui est alors secrétaire de la Chambre et lecteur ordinaire du roi, preuve en tout cas du succès courtisan, une épître composée sur le même sujet par Roger de Collery, poète admirateur de la veine marotique, mais aussi de sa réussite, dans ce cas précis, et enfin la reprise de l'un des vers de l'épître dans le portrait moral de Panurge, au cœur du Pantagruel. Marot lui-même, fier de son succès, ne s'interdira pas d'évoquer ici et là le souvenir de son valet. Mais le triomphe est à mesurer à l'aune de la récompense. Là encore, est-ce un hasard si des lettres de François Ier, datées du 13 février... c'est encore trop tôt, je recommence. Des lettres de François Ier, je pensais que j'avais prévu pour que vous puissiez le lire aussi. Des lettres datées du 13 février 1532, donc on était juste après Noël 1531, enfin, le nouvel an 1532, ordonnent le paiement à Marot de 100 écus d'or soleil, en faveur et considération des bons et agréables services qu'il nous a par ci-devant faits et fait encore ordinairement par chacun jour, en son état et office et autrement.
La première version de l'épître de Marot faisait précisément état d'un vol de 100 écus. La somme perdue serait ainsi entièrement restituée par un roi généreux et satisfait du divertissement apporté par son valet. 100 écus au soleil, c'était tout de même une somme aussi importante que le montant annuel des gages que touche le poète à l'époque. L'art de Marot donc, se situe précisément dans cette façon de tirer avantage des circonstances que lui impose la vie courtisane, des contraintes que lui impose la vie courtisane, dont il accepte d'être le chantre, se faisant tour à tour sujet facétieux, organisateur des divertissements de la cour, interprète privilégié de la voix populaire pour les grandes occasions, sans toutefois y perdre, me semble-t-il, la singularité de son timbre ni ses idées. À cette fin, le poète met rapidement au point une écriture virtuose, relevant d'une sorte de double énonciation ou de double destination. Le public de la cour reçoit l'œuvre dans le cadre d'une présentation solennelle, avant que le texte, éventuellement remanié et muni d'un titre propre à en orienter différemment la réception, ne soit à nouveau diffusé vers un autre public moins bien défini, mais plus vaste, par le biais d'une publication en recueil, en belle forme de livre, écrira Marot dans sa préface à sa grande édition de 1538. C'est bien ce phénomène qu'évoque le texte de l'exceptionnel privilège royal obtenu par le poète à une date indéterminée, mais peut-être peu avant son dernier exil. Je dis exceptionnel par la longueur, comme par le détail de l'argumentaire du privilège. Le texte officiel constitue d'ailleurs probablement la reprise de la supplique qui avait été précédemment adressée par le poète. Or, celui-ci s'y plaint d'un tas de libraires, imprimeurs et autres qui ont trouvé et trouvent moyen de retirer et soustraire des minutes, copies et exemplaires de ses œuvres, libraires qui ensuite les font imprimer par pauvres ignorants qui ne savent ce qu'ils font, frustrant ainsi de son labeur l'auteur, lequel, et c'est le roi qui parle ici, n'a le plus souvent loisir de faire ses honneurs envers nous, les princes et seigneurs étant les nous, donc étant à côté de nous, qui en devons avoir la première communication. En somme, la présentation à la cour d'abord, la publication ensuite. Et le poète bénéficiera pour cela de la protection royale. Tout le jeu est alors de parvenir à plaire à tous les publics, parfois au prix de quelques remaniements, et à ménager les prérogatives de la cour, là où la fierté du poète inspiré aime parfois se présenter comme seule autorité. On pourra ainsi, en guise de conclusion, se demander comment lire ce passage où Marot exilé promet au fils du roi, s'il est autorisé à rentrer en France, un œuvre exquis, si ma muse s'enflamme, qui malgré temps, malgré fer, malgré flamme et malgré mort, fera vivre sans fin le roi François et son noble dauphin. Et ça, le dernier argument d'un poète des princes déchus, qui promet à ses patrons l'immortalité à peu de frais. Il nous dit pour un petit sauf-conduit que chaque jour on baille aux ennemis pour pouvoir rentrer en France. Ou double discours d'un auteur qui connaît ses métamorphoses pour en avoir traduit les premiers livres et qui sait par la fin du poème ovidien que l'immortalité appartient d'abord au poète et à son œuvre. Là, je cite Ovide, « Iamque opus exegi quod nec iovis ira, nec ignis, nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas ». Et je reprends, « Malgré temps, edax vetustas, malgré fer, ferrum, malgré flamme, ignis », ne manque à la traduction marotique que la colère de Jupiter, iovis ira, précisément celle que le poète cherche à détourner de lui, et pour laquelle il feint d'oublier l'ultime mot des métamorphoses, « Vivam, je vivrai ». Je vous remercie. Merci de cette belle présentation qui s'achève sur citation du poète des poètes, si j'ose dire, celui qui hante tout l'imaginaire poétique de ces siècles, de ces 16e et 17e siècles, et encore bien sûr au 18e. Alors, nous allons tout de suite peut-être poser des questions, étant donné que nous avons un peu de temps d'habitude, et ce sera sans doute ce qui nous attendra dans les prochaines séances. Il faudra que nous placions un peu la prise de parole du public, mais là nous sommes au large cet après-midi, donc je donne la parole au public si les questions s'adressent à M. Berthaud. Jean Vigne. Oui, je veux bien. J'ai trois remarques qui me sont venues à l'esprit. Ça compte sur vraiment des questions. Tu n'as pas fait du tout allusion au titre que porte Marot dans la première édition du Temple de Cupido, facteur de la reine. En fait, l'exposé commençait en 1519, et là nous sommes, je crois, en 1515 à peu près. Alors, est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette appellation et comment est-ce qu'il faut en rendre compte? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne l'hypothèse d'un Marot véritablement secrétaire de la duchesse d'Alençon. Un des aspects qui permet peut-être d'y réfléchir, c'est l'usage de la césure. On sait justement par la préface du Temple de Cupido que Marot, de très bonne heure, a essayé de régulariser l'usage de la césure du décasyllabe en
évitant notamment les césures-lyriques. Or, la duchesse d'Alençon pratique ce type de césure très abondamment jusqu'en 1521, et puis tout d'un coup, en 1521, elle y renonce. Faut-il voir là une intervention du savant secrétaire? Et puis, dernière question, à propos du Nouvel An 1532, si mes souvenirs sont bons, le Nouvel An 1532, c'est pas en janvier, c'est à Pâques. Et donc le lien établi entre, si j'ai bien entendu, entre décembre 1531 et le Nouvel An, en fait, il s'écoule plusieurs mois entre les deux. Alors, mais là, c'est encore une question parce que je ne suis pas absolument sûr de moi, donc maintenant je prends la parole. Alors, je reprends peut-être dans le sens inverse, comme ça on commence par cette histoire du Nouvel An. Effectivement, à l'époque, on commence souvent on change, disons, le millésime de l'année à Pâques, mais le Nouvel An, le Nouvel An et la partie des étrennes concerne bien le 1er janvier. Hein. Donc, en général, j'ai mis toutes les dates que je trouvais ici en nouveau style, hein, donc pas en style ancien, mais là, je pense vraiment que présenter le premier jour de l'an, ça ne peut pas désigner d'autres dates que le 1er janvier 1532. Hein. Alors à moins que j'ai d'autres éléments, mais véritablement, d'autant plus que la pratique qui consiste à dater du jour de Pâques n'est une pratique qui n'est pas, par exemple, uniforme dans toute la France. Hein. On trouve effectivement des imprimeurs qui datent dès le premier jour de l'année civile, comme aujourd'hui, leurs textes. Donc, en tout cas, je pense vraiment aussi que cette pratique des étrennes, elle aussi, en 41, lorsque Marot présente ses 41 étrennes aux dames de la cour, il me semble qu'il y a des documents qui permettent parce qu'on sait que c'est à Fontainebleau, je crois, dans la cour ovale de Fontainebleau, et donc il y a véritablement la possibilité de vérifier qu'il s'agit bien du 1er janvier et non pas du jour où tombe Pâques cette année-là. Pour Marot secrétaire et peut-être son influence en tant justement qu'écrivain, dans tous les sens du terme, à la cour de Marguerite. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que c'est un fait qui est intéressant. Puis on avait aussi évoqué les corrections de Marot éventuelles au miroir de l'âme pécheresse. C'est des choses qu'on a du mal malheureusement à pouvoir appuyer par autre chose que des rapprochements en fait, effectivement de dates ici, hein, l'entrée de Marot au service de Marguerite, et puis cette évolution de l'écriture de Marguerite d'Alençon. De là à dire que c'est Marot est-ce que Marguerite a pu aussi elle-même évoluer, c'est des choses mais c'est intéressant en tout cas effectivement de voir cette coïncidence des deux phénomènes. Et la question du Marot facteur de la reine, alors c'est une question extrêmement complexe que j'aborde dans mon travail de thèse, mais qui ici m'a semblé vraiment, parce qu'elle ne nous mène globalement nulle part pour beaucoup de raisons. Premièrement, donc cette mention Marot facteur de la reine figure sur l'édition imprimée du Temple de Cupidon, qui était datée jusqu'à maintenant de 1514-1515, et qui me semble en fait datée de 1530-1532. C'est la datation que propose Brigitte Moreau dans le Renoir chronologique. Donc qui change beaucoup de choses de ce qu'on disait sur le Temple de Cupidon, qui ne me semble pas non plus avoir été composé pour le mariage de François Ier et de Claude de France, qui intervient avant l'accès de François Ier au trône, mais pour un François Ier déjà roi de France, hein, comme l'Épître au roi le laisse supposer. Donc on se trouve avec un texte intitulé par Marot facteur de la reine, qui aurait été imprimé vers 1530 sans qu'on sache s'il reprend un texte antérieur qu'on aurait perdu. Après tout, ce texte de 1532, on ne le garde que par un seul exemplaire. Hein. Est-ce que d'autres exemplaires, d'autres éditions ont pu disparaître? Il est aussi repris dans l'édition en 1532 d'Olivier Arnoulet, qui reprend Marot facteur de la reine, mais qui met au titre général du livre Marot valet-chambre du roi. Donc on a sur la même édition plusieurs fonctions possibles pour Marot. Et alors, voilà, il reste à savoir de quelle reine peut-il s'agir. Globalement, Claude de France est morte en 1524. S'il s'agit effectivement de Claude de France, il faut supposer que cette mention date d'avant 1524, donc d'avant la publication de cet opuscule imprimé. Alors à quel moment le placer dans la carrière de Marot? J'ai essayé moi, de revoir un petit peu cette succession entre le service auprès de Nicolas de Neuville,
un éventuel service auprès de la reine, et puis l'entrée au service de Marguerite. Mais là, il me faudrait davantage de documents pour pouvoir appuyer cette hypothèse. Hein. Mais je pense vraiment dans tous les cas, facteur hein, ne désigne pas un office tel qu'on les trouve dans les collections d'État, où on n'a aucun endroit, on a facteur, on a éventuellement des gens de métier, des artisans, mais on a tout ce qui est l'huissier, le chambellan, mais on n'a jamais de catégorie de facteur. Donc facteur, ça veut juste dire poète. On ne sait pas si ça veut dire qu'il avait véritablement, par exemple, des gages annuels. Enfin voilà, bon, tout ce que je peux dire sur ce titre. Y a-t-il d'autres questions? Pour ma part, je poserai une simple petite question, c'est l'importance du corpus de texte qui permet d'établir le type d'analyse que vous faites. Est-ce que la fonction de Marot a conduit à une large production? Parce que vous avez choisi des exemples. Oui. Ce choix est-il contraint par une maigreur du corpus? Ou est-il vraiment difficile à faire parce que le corpus est très, très ample? Le corpus des œuvres courtisanes. Oui, c'est ça. Alors, c'est aussi une question complexe, puisque très vite, en fait, lorsqu'on essaie justement de distinguer dans la production de Marot des œuvres courtisanes, des œuvres qui ne le sont pas, on arrive très vite à des cas difficiles. Il y a effectivement des œuvres clairement courtisanes pour une entrée solennelle, pour ce genre de choses, et puis des œuvres qui sont des œuvres beaucoup plus traditionnelles de poésie amoureuse, etc., mais qui peuvent tout à fait avoir été conçues dans le cadre de... Mais on a donc, déjà pour les œuvres courtisanes elles-mêmes, on en a beaucoup d'autres que je n'ai pas évoquées ici, dont on a des mentions de présentation au roi, des grandes traductions hein, qui sont offertes aussi aux monarques, à des occasions particulièrement bien choisies. Mais c'est un corpus quand même qui est relativement important. Oui, parce que ma question va dans le sens de l'idée que ça détermine vraiment la place de la parole poétique et littéraire au sein de la cour. C'est-à-dire que si la production est importante, ça veut dire que la poésie est constamment présente. Ce qui serait intéressant dans une perspective de longue durée qui est la nôtre ici. Nous partons de Marot et nous irons aux confins du 19e siècle, enfin à toute fin du 18e siècle, samedi matin. Ça serait de voir s'il y a une évolution significative de cette présence, étant donné qu'on a toujours dit qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on inventait la littérature avec un grand L. Là, nous sommes dans l'âge des poètes courtisans, et en 1780, nous serons à la veille de l'absolu littéraire de nos amis allemands. C'est là où la littérature changerait brutalement de fonction. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que cette évolution de la pensée du littéraire accompagne l'évolution du statut du poète à la cour, de l'écrivain à la cour. Moi, je pense que c'est une question intéressante si on envisage la perspective, disons, d'Ancien Régime ou de l'époque moderne, pour parler comme des historiens. Parce que cette évolution-là, étant donné qu'on dit toujours que quelque chose se change, on pense au livre de Bénichou, qui est justement le sacre de l'écrivain, qui aurait quelque chose, une modification du statut de l'écrivain très nette entre la fin du XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Est-ce que ça a des incidences sur ce type de littérature qui a une fonction tout à fait reconnue, tout à fait légitime dans la pensée du XVIe et encore du XVIIe siècle? Est-ce que ça peut... Parce que ça, c'est un paramètre qu'on n'a pas beaucoup pris en compte quand on a fait l'histoire de ce qu'on appelle littérature aujourd'hui. C'est une simple remarque.